ce que j'appelle son environnement psychologique et social et mental également, et d'avoir en conséquence une blacklist, donc vraiment toutes les personnes avec qui ça va beaucoup moins, où la confiance est rompue, d'avoir une blacklist qui est très, très, très légère. Et cette blacklist, elle peut contenir souvent des personnes que vous aimez, des personnes avec qui vous êtes de toutes les façons obligé de vivre, mais dont la confiance est rompue. Donc, en connaissant comment on agit là-dessus, on peut réduire cette blacklist et ramener la sérénité autour de soi. A contrario, je vais très vite aussi dire les personnes pour qui la conférence n'est pas faite. L'avantage de le dire, c'est que ça permettra, voilà, de savoir que le temps risque de ne pas être bien utilisé et de l'utiliser peut-être ailleurs à bon escient. D'abord, pour ceux qui sont déjà parfaits, je ne suis pas sûr qu'on en ait ici, mais en tout cas, ceux qui se considèrent comme parfaits et qui n'ont rien à apprendre ou à améliorer dans leur vie, notre conférence n'est pas également faite pour ceux qui ne tiennent compte que de leurs intérêts dans toutes leurs interactions avec les familles, les amis, les collègues, les clients, les partenaires. Lorsque c'est que vous seul qui comptez, effectivement, ce que je vais partager ne va pas vous intéresser. Le contenu n'est pas également fait pour ceux qui ont une confiance absolue à 100% et dont toutes les personnes qui les entourent ont également une confiance absolue à 100%. Donc, ça veut dire que vraiment, ils ont un verre qui est plein. Dans ce cas, c'est difficile que j'ajoute que quoi que ce soit. Et enfin, ceux qui pensent qu'ils ne sont là que par curiosité, mais dans tous les cas, ils ne vont rien changer dans leur vie. Donc, globalement, j'espère que toutes les personnes qui ont pris le temps d'être avec nous aujourd'hui avec DLC ne sont pas, en tout cas, dans cette dernière catégorie. Donc, si toutefois, vous êtes un humain et qu'il vous arrive d'être affecté par les critiques et les sentiments des autres, si également il vous arrive d'être tout le temps en train de faire des efforts pour ménager les sentiments et le regard des autres, souvent au prix de vos propres intérêts, lorsqu'il vous arrive de vous mettre fréquemment en cause pour espérer être bien vu ou bien compris dans vos relations, que ce soit personnelles, professionnelles, privées, familiales, lorsqu'il vous arrive également de vous sentir impuissant face au manque de confiance ou d'être tout simplement mal compris dans un groupe, dans votre famille, avec les amis, enfin, s'il vous arrive de douter de vos capacités, voire même de sous-estimer les résultats de votre vie, et s'il vous arrive de ne pas toujours avoir une cohérence entre ce que vous voulez et ce que vous faites, là, je peux vous garantir que votre temps sera très bien utilisé. Et nous y tenons énormément avec Diana à faire en sorte que ce temps soit très bien utilisé. Je vous dis tout cela parce que j'étais comme ça, j'étais comme ce que je venais de vous décrire. J'avais une très bonne formation, je vais me présenter tout à l'heure, où j'ai une très bonne formation avec une carrière dans des entreprises à dimension internationale, dont je vais parler très rapidement tout à l'heure, mais certaines choses liées à la culture, liées à l'éducation, liées à la société et à l'environnement dans lequel j'ai grandi, pesaient sans que je ne le sache et sans que je ne le comprenne, en sorte que ma confiance en soi est une sorte de plafond de verre. Ça limitait la confiance en soi. Lorsque j'étais devant des partenaires importants, lorsque je suis devant des clients importants, je voyais certaines attitudes que je n'ai pas en temps normal. J'ai tout fait pour chercher la réponse. Qu'est-ce qui fait cela? Et lorsque j'ai compris qu'en fait, en réalité, c'était toute l'éducation et la société qui jouaient un rôle en background sans que je ne le comprenne, en tout cas, puisqu'en ce stade-là, je n'avais pas mis de mots là-dessus, et donc je n'avais pas compris que cela me freinait. Cela me limitait dans ce que je pouvais faire. Ça limitait tout simplement mes potentiels. Et j'ai alors utilisé un peu ma casquette de scientifique, que je vais évoquer également, pour avoir une démarche qui permettra maintenant de quantifier les choses, d'aller chercher les choses, de mettre un mot sur des choses qui sont trop théoriques et abstraites
Parce que la science, on l'appelle la science, bon voilà, c'est l'approche exacte. On parle de science dure et de science molle. Donc la science exacte permet d'avoir une démarche qui est répétitive, qui est reproductive et qu'on peut à coup sûr corriger si toutefois on arrive à trouver la bonne formule. Et c'est comme ça que j'ai travaillé sur cet aspect. J'ai travaillé sur un modèle de la confiance qui m'a permis de comprendre les deux bases de la confiance. Et donc, dans mes travaux, j'ai découvert qu'en général, si vous voulez construire la confiance autour de vous, vous allez vous servir de deux éléments, la confiance en soi et l'estime de soi. Ce sont les deux qui vont constituer la base de votre confiance que vous allez inspirer aux autres dans votre environnement. J'ai alors créé ce que j'ai appelé une matrice de la confiance. La matrice de la confiance, c'est une matrice à 25 cases. J'ai créé un test je me suis basé sur les travaux d'un Américain qui s'appelle Stephen Covey, que beaucoup d'entre vous connaissent probablement, pour créer la matrice de la confiance qui comporte 25 cases. Dans ces 25 cases, lorsque vous allez répondre à un test qui comporte un certain nombre de questions, si vous répondez très sincèrement, vous allez tomber dans une de ces cases. Votre profil de confiance vous sera révélé et vous allez voir quels sont les éléments qui sont peut-être en train de vous bloquer dans votre vie. Quels sont les éléments qui pourraient peut-être réduire votre potentiel. Peut-être que vous avez un potentiel extraordinaire, mais le fait de ne pas pouvoir mettre des mots et une situation très claire sur votre profil peut faire en sorte que vous passiez à côté de beaucoup de choses très importantes. Et donc, cette matrice, quand je l'ai faite, elle a été testée par plus de 100 personnes à travers le monde, de plusieurs profils différents, des avocats, des ingénieurs, des magistrats, des architectes. Il n'y a pas un profil pratiquement qui n'a pas fait ce test à travers le monde. Que ce soit en France, aux États-Unis, au Canada, en Afrique, il y a eu plusieurs personnes qui l'ont fait. Et donc, lorsque j'ai fait ce test, lorsque j'ai pris les résultats des gens, j'essaie de les compiler et voilà ce que j'ai découvert. 1% des individus, 1% des individus sont dans cette case, donc dans la zone verte, qui est intitulée très confiant. C'est-à-dire, il y a 1% des gens qui sont très confiants en eux. Ils ne sont déstabilisés devant rien du tout, ni devant n'importe qui dans le monde. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, on pourrait revenir plus tard. Il y a 20% des gens qui ont confiance en eux. Ils ne sont pas très confiants comme les 1%, mais 20% ont une confiance en eux. Ceux qui ont fait les tests, il y a beaucoup actuellement qui ont fait le test. Je crois que peut-être que vous vous retrouvez. Il y a 24% des gens qui sont ce que j'appelle les profils hybrides. Soit ils sont, par exemple, ici, confiants, hésitants. Il y a des gens qui sont soit confiants, soit hésitants en fonction des événements. Donc, tout ce qui sont les cases grises là que vous voyez. Ou bien qui vont être confiants, dispersés, ou bien hésitants, effacés. En tout cas, il y a 24% des gens qui sont dans les cases grises. Mais ce que j'ai découvert, il y a au moins 55% des personnes qui n'ont pas confiance en eux. Donc, en réalité, si vous êtes dans cette catégorie, vous n'êtes pas seul. Indépendamment de votre niveau d'études, indépendamment de votre milieu socio-culturel, indépendamment de beaucoup d'autres choses, votre compétence, vous pouvez être dans cette catégorie des gens qui, en réalité, n'ont pas confiance en eux. Et donc, c'est ce qui m'a poussé à développer ce modèle que je vais vous présenter tout à l'heure, en m'inspirant bien entendu de certains pionniers comme Stephen Covey et d'autres, mais en ayant un modèle qui est totalement parallèle à ce qui existe aujourd'hui. Mais juste avant d'aller concrètement dans ce modèle, je vais très très vite me présenter. Je m'appelle donc Oumarou Maman. J'ai un doctorat de l'École des mines de Paris où j'ai eu la chance d'avoir un double cursus. À l'École des mines, j'ai été formé non seulement dans le domaine scientifique où j'ai eu ce doctorat et un master spécialisé, mais j'ai également bénéficié de deux formations, l'une qui est pilotée par l'École des mines et l'autre par l'Europe, qui donne des compétences managériales, de stratégie, de négociation et d'entrepreneuriat. Donc, c'est ce qui fait que aujourd'hui, je peux parler sur les deux niveaux en même temps suite à ce cursus. Après mon doctorat, j'ai travaillé d'abord chez le leader français de la chimie qui s'appelle Arkema. Je vais aller très vite, hein.
Ensuite, j'ai rejoint le leader mondial du nucléaire qui s'appelait Areva, aujourd'hui qui s'appelle Orano. J'étais sur le seul site du cycle aval du nucléaire que Areva a dans le monde, qui se situe à La Hague, pour ceux qui connaissent l'ouest de la France, le nord-ouest. Et ensuite, j'ai été débauché par le leader américain qui s'appelle Owens Corning, où j'étais employé comme senior scientist, basé à Chambéry, avec beaucoup de déplacements, notamment aux États-Unis et en Russie. Voilà donc un peu mon parcours en termes d'expérience professionnelle. Je travaille sur des projets très intéressants. Par exemple, ici, c'est cette pièce que vous voyez, c'est une pièce que j'ai dimensionnée en Russie. Ici, c'est un site russe qui en parle dans un article qui est sorti. C'est une pièce qui est destinée à transporter des matières chimiques pour le gouvernement, le ministère de Transport russe, pardon. Et donc, voilà des projets très intéressants et très challenging. Mais à un moment donné, j'ai également, juste avant de faire la transition, pardon, quelques prix dans mon parcours, dont le prix d'innovation à Paris en 2013 et une invention que j'ai déposée dans ma dernière entreprise américaine pour faciliter certains process de fabrication de matériaux. Donc, entre autres activités, donc la transition ne vient pas. J'interviens également dans des universités, une école de commerce en France en technique de négociation pour les étudiants de Master 2 et à l'Université suisse qui est au Niger également en négociation internationale pour les étudiants de Master 2 et en leadership. À un moment donné, c'est arrivé lorsque j'avais eu 40 ans, je m'étais posé beaucoup de questions. Est-ce que c'est vraiment cette vie que j'ai choisie? Travailler dur, c'est vrai, toujours chercher l'excellence, avec beaucoup de voyages, peu de temps pour la famille, sachant que le temps, c'est la seule chose qu'on laisse aux gens quand on les quitte. Les cadeaux ne peuvent pas remplacer les temps d'absence. Et c'est en ce temps-là que j'avais décidé de laisser tout ce travail extraordinaire dans un cadre extraordinaire pour créer un cabinet en France et un au Niger, en Afrique de l'Ouest, aider le maximum de personnes à créer plus de valeur pour changer leur vie. J'ai vu comment, en utilisant une démarche scientifique sur des choses qui sont totalement théoriques, comment j'ai pu améliorer certaines choses en moi-même. J'ai vu l'impact sur moi, j'ai vu l'impact sur des gens qui étaient autour de moi. Et en ce là je me suis dit, peut-être qu'il y a des gens qui ont besoin de cette compétence où on utilise la science sur des domaines théoriques pour les rendre impactants. Et donc, j'avais pris le choix de démissionner et de créer cette structure. Et c'est ce qui nous amène aujourd'hui à vous parler de ce sujet. Bon, je vais aller très vite. Ça, c'est des choses que j'ai appliqué cette démarche, pas que sur la confiance, sur la négociation avec une nouvelle méthode que j'ai créée, sur le leadership, sur la stratégie et sur le business. Aujourd'hui, je fais beaucoup de séminaires et de conférences. Là, c'est en Afrique. Je fais du coaching de managers, de dirigeants, comme ici des managers en France. Donc ça, c'est vraiment une présentation. J'ai voulu que ça soit volontairement un peu étoffé pour qu'on comprenne qu'est-ce qui m'a amené du scientifique qui dimensionnait des structures pour des grandes entreprises à travers le monde à des sujets comme le leadership, la confiance et la négociation. C'est vraiment ce que j'ai appelé l'ergonomie de la performance. Je suis allé très vite, mais vraiment, c'est d'utiliser la casquette du scientifique sur des domaines qui sont en général abstraits. Parce que lorsque je cherchais moi-même la réponse à la confiance, tout ce que je trouvais était tellement abstrait que je ne pouvais pas l'utiliser. Et donc, voilà un peu ce qui nous amène aujourd'hui. Est-ce que vous êtes tous là? Euh, J'espère que je ne suis pas en train de parler seul. Tout le monde est là, Diana? Bien. Donc, j'imagine que oui. Avant de... Oui, je te rassure, tout le monde est là, Très bien, très bien. je te rassure. OK, OK. J'aime bien l'interaction, hein, donc c'est pour ça que des fois, Oui, dans mes oui, webinaires, on- j'attends un peu pour voir si les gens sont là, oui, oui, il y a si la Idriss connexion n'est pas Adamou perdue. qui nous dit oui, oui, nous sommes là, donc Très t'inquiète pas. bien, très bien. Donc, merci. Donc, avant de rentrer dans le sujet de la confiance, je voulais vous parler de quelque chose, je pense, qui intéresse tout le monde, qui est la vie. Parce que si nous n'en avions pas, je crois que ce serait d'autres personnes qui seraient aujourd'hui autour de la table. Vous connaissez probablement cette phrase,
On a deux vies. Et la deuxième commence quand on se rend compte qu'on n'en a qu'une. Elle a été prononcée par Confucius pour nous montrer l'importance. En général, lorsqu'on mène une vie toute plate, sans ce qu'on appelle les points pivots, sans aucun changement de direction, c'est que peut-être dans un côté, on pense qu'on a deux vies. Parce que le jour où on comprend qu'on n'en a qu'une, en fait, il y a un changement qui se passe dans votre vie. Et donc, ce n'est pas ça mon propos. Je voulais vous parler de ce schéma. Un schéma qui ressemble à un dessin d'un enfant de sixième, mais tenez-vous bien, ça n'est rien de tout cela. Ce schéma, malgré son caractère trivial, nous apporte énormément d'informations qui peuvent nous servir dans notre vie et qui vont nous permettre de comprendre le sujet d'aujourd'hui. C'est ce que j'ai appelé le schéma de la vie, le chemin de la vie. Tout le monde a des points communs dans son chemin de vie. Il n'y a personne, à mon avis, qui a un chemin de vie qui est une droite linéaire où tout va très bien, tout le temps, partout, sans jamais aucune difficulté. Je ne pense pas que ça puisse exister. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, chaque personne a un chemin de vie qui est différent d'une autre personne. Mais par contre, la particularité de ce que j'appelle le chemin de vie, c'est que nous avons 4 points communs, quel que soit l'individu. Il y a 4 points qu'on trouve sur le chemin de vie de toute personne. Le premier point, c'est lorsque le chemin est plat. Le deuxième point commun, c'est ce que j'appelle les zones chaudes. Le troisième point commun de tous les chemins de vie, c'est ce que j'appelle les fosses à crocodile. Et le quatrième chemin, c'est le coin des rêves avant d'atteindre la destination de son chemin. Je fais vraiment toute une formation sur le chemin de vie. Je vais essayer d'aller vraiment de manière résumée ce que je voulais souligner à ce niveau. Donc là, les 4 points, nous tous qui sommes autour de la table, nous avons exactement ces 4 points dans notre vie. Le point plat, la partie plate, c'est la partie de l'enfance où vous ne gérez rien. Tout est fait, c'est les gens qui maîtrisent votre vie. Vous n'avez en gros rien à faire. Peut-être que pleurer pour avoir à manger. Ensuite, il y a les points chauds. Les points chauds, c'est toutes les situations où vous perdez vos moyens. Toutes les situations où, quelles que soient vos compétences et votre statut, vous pouvez douter de vous-même. Les points chauds, c'est là où vous avez besoin des autres pour avancer. Personne ne peut construire sa vie tout seul. La fosse au crocodile, c'est là où vous perdez vos valeurs. Toutes les personnes ont des situations dans lesquelles, quand ils y rentrent, ils vont perdre leurs valeurs. En conséquence, ils vont peut-être perdre leur honneur. Aujourd'hui, on sait par exemple dans le monde de la politique, ou tout simplement quand on prend le genre masculin et féminin, pour les hommes, en général, les fosses au crocodile, ce sont les femmes. Et pour les femmes, en général, les fosses au crocodile, ce sont aussi les femmes, soit les jalousies ou un truc comme ça. Et donc, il faut que chaque personne puisse identifier quels sont ses points chauds sur son chemin de vie, quelles sont ses fosses au crocodile, sinon comment il compte bien traverser son chemin et mener une vie, c'est la vie qu'il rêve. Et le troisième point commun, le quatrième, pardon, le coin des rêves, c'est là où vous stockez toutes les belles idées que vous n'avez pas réalisées. Pour des raisons diverses, vous avez de belles idées que vous laissez dormir. Et donc, il y a des gens qui ont un coin de rêve énorme, c'est toute une ville, il y a beaucoup d'idées, très peu de pratiques, et malheureusement, ils ne vont pas pouvoir vivre la vie de leur rêve, malgré le rêve qu'ils ont fait de cette vie. Il y a des gens aussi, leur fosse au crocodile est toute petite, d'autres elle est énorme, mais en tout cas, dans tous les cas, nous devons comprendre ces différents éléments pour mieux traverser notre chemin de vie. Mais ce que je voulais dire à ce niveau n'est pas forcément seulement sur ces points communs. En fait, il y a 4 lanternes qui éclairent votre vie. Il y a 4 choses qui éclairent votre chemin de vie. Et ces 4 lanternes vous permettront, une fois qu'on a compris déjà les différents éléments du chemin de vie, ces 4 lanternes nous permettront de mieux éclairer ce chemin afin de mieux le traverser. Rappelez-vous de Confucius, on a 2 vies et la deuxième commence lorsqu'on se rend compte qu'on n'en a qu'une. Et donc,
La première lanterne qui s'allume dans votre vie, ce sont vos croyances. Parce qu'en général, personne ne choisit ses croyances. On prend les croyances des parents, on prend les croyances de son milieu, on prend les croyances qu'on a trouvées lorsqu'on a été éduqué. Si vous êtes né dans une famille catholique, il y a de fortes chances que vous soyez aujourd'hui catholique. Certes, il y a des gens qui changent en cours de route, mais je parle bien de la généralité. Donc, la première lanterne qui s'allume dans votre vie, ce sont vos croyances. Elles vont vous donner un peu le tempo de la direction à suivre. Les croyances, c'est ni plus ni moins que l'ensemble des pensées qui façonnent vos décisions, votre attitude et votre comportement. La deuxième lanterne qui s'allume dans votre vie, c'est la confiance en soi. Et je vais dire tout à l'heure en quoi elle consiste, la confiance en soi. La confiance en soi commence dès tout petit. C'est vraiment donc la deuxième lanterne. La troisième lanterne, pardon, de votre chemin de vie, c'est votre estime de soi. Et la dernière lanterne, ce sont vos valeurs. L'avantage des valeurs, vous avez vu que chaque lanterne éclaire de manière euh, verticale. L'avantage des valeurs, c'est qu'elles peuvent balayer un plus grand nombre de chemins. Donc, une fois qu'on a compris ça, en fait, il faut comprendre que nous ne sommes pas tous égaux en termes de luminosité des 4 lanternes du chemin de vie. Il y a des personnes qui ont des combinaisons qui sont propres à eux suite à leur éducation, leur culture, leur milieu, leur société. Peut-être qu'il y a des lanternes qui ne sont pas allumées tout simplement dans leur vie et ils vont mener leur vie avec peut-être beaucoup plus de difficultés si ces lanternes étaient allumées. Il y a des personnes dont la combinaison qui les accompagne dans leur vie, elle est là. Les croyances sont allumées parce qu'elles sont d'office, en fait, si la personne est née dans un milieu où on parle de croyances. Mais par contre, la lanterne de la confiance en soi, l'estime de soi et des valeurs sont éteintes. Lorsque c'est comme ça, c'est très, très difficile de mener une vie paisible et c'est très difficile de ne pas être tout le temps avec les situations délicates. Excusez-moi. Il y a d'autres personnes qui ont cette combinaison, tout simplement. La confiance en soi n'existe pas, la lanterne de la confiance en soi est tout simplement éteinte. L'estime de soi est peut-être éteinte ou très peu de luminosité, mais ils ont des valeurs qu'ils ont eues suite à leur éducation, suite aux croyances. Là, je ne vais pas dire que c'est bien, mais c'est mieux. Une bonne partie du chemin est éclairée. En revanche, le fait que les 2 lanternes sont éteintes, c'est des gens qui ne vont pas atteindre leur vrai potentiel. C'est des personnes qui vont douter d'eux-mêmes. C'est des personnes qui seront plus compétentes que la plupart des gens dans le milieu où ils sont, mais ça sera en général les personnes qui seront les moins loties en termes de perspective d'évolution. Et enfin, on a tous les types de combinaisons. Je laisserai chacun voir quelles sont les lanternes qui sont allumées, quelles sont ces combinaisons, mais nous allons nous intéresser aux 2 lanternes qui sont la confiance en soi et l'estime de soi. Je vais aller très vite. D'habitude, je demande aux gens comment ils définissent la confiance. J'aime bien citer cette définition que donne Stephen Covey. Une fois qu'on a compris en tout cas le chemin de vie, on a compris les 4 lanternes du chemin de vie, on a compris que nous allons nous focuser sur les 2 lanternes qui nous intéressent aujourd'hui. Donc, je parle de la définition de la confiance. Stephen Covey la définit comme the one thing which changes everything. Donc là, le facteur qui change tout. La confiance, c'est le facteur qui change tout. Il dit la confiance, c'est cette petite chose, si on la supprime, elle peut détruire le gouvernement le plus puissant, l'entreprise la plus prospère, l'économie la plus florissante, la direction la plus influente, l'amitié la plus solide, la personnalité la plus forte et l'amour le plus profond. Supprimez la confiance, vous détruisez tous ces merveilleux joyaux autour de vous. J'ai l'habitude de dire que la confiance, c'est la fondation de toute chose qui grandit dans la vie. C'est le ciment de toute chose qui perdure dans le temps, mais également, elle confirme l'espoir. Quelqu'un dirait, quand tu promets quelque chose, tu crées l'espoir, et lorsque tu tiens ta promesse, tu crées la confiance. Donc, la confiance vient même après l'espoir. Elle est plus importante que l'espoir. C'est facile de créer l'espoir, c'est facile de promettre. En revanche, ce qui est le plus difficile, c'est de créer la confiance.
Je vais finir très rapidement par cette définition de l'ancien PDG de American Airlines, de Gerald Harpy, qui disait que le seul moyen de bâtir la confiance professionnellement et personnellement, c'est de se montrer digne de confiance. Il faut savoir que la confiance, souvent, c'est un peu comme l'amour. Les gens la réclament. J'ai confiance en toi, j'ai pas confiance en toi. Il faut avoir confiance en moi. En fait, ce n'est pas que des mots. Il y a nos actes qui devaient être là pour en juger. Et lorsque la confiance existe, il y a des signes autour de nous. Lorsqu'elle existe, les actes sont prévisibles. Vous pouvez savoir que dans telle situation, je connais telle personne, elle va agir de telle manière. Ça veut dire que vous avez confiance en elle parce que ses actes vous sont prévisibles, dans le sens du bien, bien entendu. Lorsque la confiance existe, vous avez à avoir un gain de temps et des relations saines autour de vous. Quelque chose qui est compliqué, lorsque la confiance existe, vous allez le traiter en un temps de mouvement, très, très, très rapidement. Des choses qui vont amener des séparations ailleurs, autour de vous, lorsque la confiance existe, vous allez le régler très, très, très rapidement. Donc, un gain de temps énorme. Une vitesse d'exécution. Dans une équipe, lorsque la confiance existe, vous allez voir une vitesse d'exécution dans les tâches, comme l'explique d'ailleurs Stephen Covey, avec une petite équation qu'il a montrée. Lorsque la confiance monte, la vitesse d'exécution monte et les coûts descendent. D'accord? Et enfin, vous avez surtout moins de stress. Mais ce que je voulais préciser, la confiance ne signifie pas l'absence de doute, mais elle permet de continuer à croire, même lorsque le doute persiste. Juste avant de parler des deux qui nous intéressent, puisque là, je parle de la confiance globalement, je n'ai pas encore parlé de la confiance en soi, l'estime de soi, je voulais très rapidement parler du contraire de la confiance, qui est la méfiance. La méfiance a cette particularité de supprimer autour de vous toutes les émotions positives. Vous allez avoir autour de vous la tristesse, la peur, la colère, le mépris, le dégoût. Donc, toutes les émotions qui sont à connotation négative vont remplacer les émotions positives autour de vous. Et donc, la méfiance, elle détruit votre environnement, le manque de confiance, il détruit votre environnement et il détruit également votre santé mentale ou psychique. Mais comment arrive la méfiance? Je vais très rapidement rappeler ce que j'appelle le cycle de la méfiance, qui est déjà utilisé en communication au niveau de l'échelle de sélection des messages. En général, il y a toujours une action. Je dis une, retenez bien l'article que j'utilise, pardon. Il y a toujours une action, donc ça veut dire qui est tirée parmi 1000 autres bonnes actions, mais il y a toujours une qui est peut-être mauvaise, qui va être sélectionnée et interprétée. Ça, c'est la première étape pour avoir la méfiance. Vous oubliez tout ce que la personne a fait de bien avant. Vous oubliez toute sa servitude. Vous oubliez toute sa bonté. Vous allez sélectionner une action que vous allez interpréter. Suite à cette interprétation, vous allez vous faire votre idée. J'insiste sur le vôtre. Une fois que vous avez cette idée, vous envoyez le message à votre subconscient et lui, il va se charger de vous donner un programme qui va vous générer des sentiments douloureux ou négatifs. Et une fois qu'il y a les sentiments, après, c'est fini, la méfiance est installée. Et tout cela, vous le faites tout seul dans votre tête. Vous n'avez même pas vérifié auprès de la personne tel acte qu'il a posé ou qu'elle a posé, quel était son sens. Bien sûr, lorsque c'est très clair, lorsqu'il n'y a pas de doute que l'acte est condamnable ou, je ne sais pas, interprétable de manière claire comme de l'eau de roche, là, il n'y a pas de souci, allez-y, méfiez-vous. Mais dans beaucoup de cas, ce que je voulais dire, c'est que la sélection et l'interprétation se font malheureusement tout seul dans votre tête. Votre idée est créée, vos sentiments sont générés et ensuite vous installez la méfiance auprès de quelqu'un peut-être qui ne le mérite pas. Et donc, ce qui se passe à ce niveau, le goulot d'étranglement, la phase la plus délicate, la plus dangereuse, c'est ici, la sélection et l'interprétation. Pour vous créer des relations saines de confiance autour de vous, vous avez deux choix. Lorsque l'action a été posée
Si vous ne pouvez pas vérifier, vous avez soit le choix de l'interpréter comme une bombe ou bien de l'interpréter comme des ballons qui vont s'envoler. Mais la clé est entre vos mains. La clé de la méfiance est entre vos mains. Plus vous la manipulez, plus vous allez choisir d'interpréter comme des bombes, malheureusement, vous créez des environnements malsains autour de vous. Voilà un peu pour ce qui est de la méfiance. Mais qu'est-ce qui existe lorsque la méfiance s'installe? Lorsque la méfiance s'installe, vous aurez une persistance du doute. Même lorsque les intentions de la personne sont bonnes, vous allez douter d'elle. Vous aurez une perte de temps et d'énergie, quelque chose qui devait vous prendre 30 minutes, vous allez y passer 5 heures parce que la méfiance est là. Ça, c'est les signes que la méfiance existe. Vous allez être hésitant. Il y a des gens, même pour acheter quelque chose, ils vont tellement être hésitants qu'ils vont peut-être même demander au vendeur, comme je le dis souvent dans les formations, le gars il est là pour vous vendre, mais vous allez vous lui demander, est-ce que votre produit est bon? Ils sont tellement hésitants qu'ils veulent tout le temps que les gens choisissent pour eux. Là, c'est une sorte de méfiance vis-à-vis de vous-même. Donc, difficulté également de garder le cap. Je connais des personnes, aujourd'hui, ils sont sur tel projet, demain, ils sont sur tel autre, après-demain, sur tel autre. Donc, ils n'ont pas un cap clair dans leur vie. Et donc là, c'est une sorte de méfiance vis-à-vis de soi-même qu'on a installé. C'est un programme qu'on s'est installé, malheureusement, qui joue ce rôle. La personne peut être tout simplement effacée, envie de se soustraire au regard des autres, même lorsqu'il est bienveillant. Elle est devant un public, elle doit parler, elle regarde le public comme s'il était en train de la juger, pardon. Donc, le manque de confiance peut amener l'envie d'effacement. Dans la matrice que j'ai créée, les 25 cases, il y a 4 cases dédiées à l'effacement en fonction de l'intensité. Il y a malheureusement des gens, hommes et femmes, qui sont tombés dedans. Il y a plus de femmes, je suis désolé, ce n'est pas sexiste, mesdames, mais il y a plus de femmes qui étaient tombées. Mais je sais qu'il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. Vous pouvez être également dispersé lorsqu'il y a un manque de confiance, ce qui va faire que vous tournez en rond sur ce que vous voulez faire dans votre vie et ce qui peut vous retarder énormément à avancer. Mais malheureusement, vous pouvez également être stressé. J'ai l'habitude de dire que le stress est un plat qui se cuisine seul mais qui se mange en famille. Parce que quand vous êtes stressé, vous le communiquez à vos enfants, vous le communiquez à votre femme, à votre mari, à vos amis. Ça se voit, ça se sent, ça se communique. Tout ça, un manque de confiance peut l'amener. Gandhi disait, dès que les motivations de quelqu'un sont suspectées, tous ses actes seront perçus comme douteux. Malheureusement, même les gens qui vont vous faire du bien, les gens qui vous aiment, pour un oui ou pour un non, vous allez douter d'eux et donc vous gâchez vos relations. Une fois qu'on a compris le chemin de vie, une fois qu'on a compris les 4 lanternes du chemin de vie, une fois qu'on a vu une définition de la confiance, et une fois qu'on a compris, je pense que tout le monde le savait déjà, puisque je sais qu'autour de la table, nous avons des gens de très bonne facture, de très grands experts, et donc je ne doute pas que tout ce que j'ai dit, on le connaît déjà. Mais globalement, on a compris l'importance de la confiance, on a compris le méfait qu'il y a au niveau de la méfiance, et bien maintenant, vous allez me dire, bon, d'accord, et quid de la confiance en soi et de l'estime de soi? En fait, ce qui se passe, la confiance que vous allez dégager dans votre environnement, on l'a déjà vu, dépend de votre attitude. Et maintenant, votre attitude va, elle, s'appuyer sur votre confiance en soi et votre estime de soi. C'est quoi la confiance en soi? La confiance en soi, j'ai vraiment une approche très scientifique qui permet de la mesurer, mais là, je vais vous donner une définition un peu survolée pour qu'on puisse aller très vite. La confiance en soi, c'est le miroir extérieur dans lequel vous vous regardez pour avancer dans votre vie. La confiance en soi, c'est le miroir social, le miroir extérieur qui se trouve entre les mains des autres, mais dans lequel vous vous regardez. Est-ce que vous êtes sensible au regard des gens? Ça n'a rien à voir avec vos compétences. Vous pouvez être le plus grand expert au monde et avoir du mal à vous tenir et parler devant les gens. Donc, vous avez une compétence. En revanche, vous n'avez pas une confiance en soi parce que la taille du miroir social est énorme.
plus la taille de votre miroir social est énorme, plus vous aurez peu confiance en vous parce que vous avez toujours besoin de vous regarder dans ce miroir pour avancer tout simplement. L'estime de soi, en revanche, c'est le miroir intérieur dans lequel vous vous regardez. C'est le miroir personnel. De quoi je suis capable? Et c'est là où on parle de compétences. Donc, vous pouvez avoir une estime de soi qui est très importante, avoir une confiance en soi qui est très faible, et là, vous pouvez être déstabilisé dans beaucoup de situations. La confiance en soi, elle se construit avec les autres, votre environnement, votre éducation. Si dans votre éducation, on vous a toujours montré qu'il faut tenir compte de ce que les autres pensent, eh bien, cela va réduire votre confiance en soi parce que vous êtes toujours dépendant des autres. Lao Tzu disait, souciez-vous de ce que les gens pensent de vous et vous resterez toujours leur esclave. Je ne suis pas en train de dire d'être laxiste ou de ne pas être regardant par rapport à son environnement. Chacun a sa culture, chacun a son éducation, chacun a sa religion. Mais ce que je suis en train de vous dire, il y a des sociétés où on détruit la confiance en soi des personnes. Après, les gens deviennent des managers. Ils ne peuvent même pas défendre leur propre salaire. Ils vont parler à leur chef en tremblant de tout leur corps. Pourtant, ils sont très bons. Ils ont toujours été premiers de la classe. Donc, c'est pour ça que si vous vous rappelez, je disais que la deuxième lanterne qui s'allume dans votre vie, c'est la confiance en soi. Tout dépend de comment on vous a façonné, comment on communique avec vous. Regardez ce que font les familles royales. Dans les familles royales, on détruit la confiance en soi des gens au profit de leur estime de soi. On leur montre qu'ils ne sont pas comme n'importe qui, qu'ils doivent s'asseoir. Même la manière de s'asseoir de ces personnes est calculée. La manière de prendre la tasse de thé dans les familles royales britanniques, l'auriculaire doit faire un certain angle avec le majeur, qui doit coupler avec le pouce et l'index. Il y a tout un tas de, comment on appelle ça, de techniques, ne serait-ce que pour tenir une tasse de thé. Et c'est des gens, malheureusement, qui ne peuvent rien décider d'eux-mêmes. La preuve, regardez, lorsque, je ne sais pas si vous suivez l'actualité, lorsque Meghan Markle a épousé Harry, elle n'a pas été élevée comme ça. Elle a une confiance en soi énorme. En 13 ans déjà, elle faisait des interventions télévisées. Donc, elle n'avait pas cette dépendance vis-à-vis du regard des critiques des gens. En fait, il y a toujours une sensibilité, ce n'est pas ça. Mais c'est qu'a priori, elle ne s'empêche pas de le faire. À 13 ans, elle intervenait à la télé. Elle défendait des causes, si vous avez suivi son histoire. Et elle est rentrée dans la famille royale. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est partie avec Henri. Parce que c'est tout simplement pas vivable. On ne les élève pas pour avoir une confiance en eux. Le grand frère de Henri, William, qui lui a suivi le moule, il ne peut pas lever le petit doigt. Même leur discours, il faut... En fait, c'est des gens qui sont tout le temps stressés. Je vais aller très, très vite. La seule chose que je voulais ajouter ici, c'est que la confiance en soi commence dès tout petit, ça je l'ai déjà dit, mais l'estime de soi, elle commence tout petit, mais elle se construit au fur et à mesure. Mais l'estime de soi peut être impactée par la confiance en soi. Un enfant à qui on dit tu connais rien a toutes les chances, malheureusement, de voir sa confiance en soi détruite et d'influencer malheureusement négativement son estime de soi. Une enseignante américaine, Charis Nixon, a démontré qu'en 15 minutes, on peut déprogrammer le cerveau d'un enfant pour lui faire croire qu'il ne connaît rien. Donc, on peut détruire ton estime de soi en quelques minutes. C'est pour ça que tout le temps, je dis aux gens, que ce soit des gens dans les programmes de coaching, faites attention à vos enfants. C'est à ce moment que vous faites d'eux des hommes. Leurs cerveaux sont des éponges. Aidez-les à construire une bonne confiance en soi et une bonne estime de soi. Ils vous en seront reconnaissants. Montrez-leur, réprimandez-leur pour un oui, pour un non. Ils n'ont pas pu faire un exercice, vous vous énervez, alors que, attends, le petit, il a 10 ans. Toi, tu as 40, 30, 50. Tu t'énerves en disant que tu lui as répété ça 15 fois. Et alors, est-ce que tu lui as appris les techniques de mémorisation? Est-ce que vous lui avez appris
les méthodes de concentration. Non, mais on veut qu'ils comprennent tout. Oui, il faut suivre, il faut avoir de la rigueur, mais sachant que c'est à ce niveau que tout commence à se construire. Si on le détruit, malheureusement, encore une fois, on va avoir des managers qui ne peuvent rien défendre plus tard. Et des gens qui ne vont pas garder le cap, qui vont être très hésitants dans leur vie. Des gens qui vont être toujours dispersés dans ce qu'ils font. Je sais qu'on n'a pas le temps parce que là, j'ai déjà, je crois, 45 ou 50 minutes. Je voulais arrêter à 1 heure. Je vais peut-être prendre 15 minutes, si vous le permettez. Mais je voulais citer cet exemple du fils d'un ami. C'est un ami très proche. Cet enfant vit au Canada. Il a 4 ans sur cette photo. Et à 4 ans, ils ont fini la maternelle. Ça, c'est en fin d'année. On leur a mis un accoutrement pour leur montrer qu'ils venaient de finir quelque chose d'exceptionnel. En fait, à la maternelle, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il n'y a pas de maths, il n'y a rien. Ils ont juste joué. Mais pour que cela soit perçu par l'enfant comme quelque chose de valorisant, c'est souligné par une cérémonie en fin d'année où on leur montre que oui, bon voilà, vous avez été bon, vous avez bien travaillé, c'est bien. Créer la confiance en soi. L'estime de soi, pardon. Et deuxième chose, les enfants là sont tous passés un à un devant un parterre de parents pour expliquer ce qu'ils ont fait. Depuis tout petit, on leur apprend que le public est un spectateur à séduire et non pas un jury à craindre. Alors que chez moi, au Niger, quand tu parles devant les personnes âgées, on dit que tu es impoli. On t'enlève cette partie de supporter le regard des autres quand tu parles. Et je vous jure, j'ai un programme d'accompagnement sur la prise de parole et il y a beaucoup de managers, des gens, quel que soit le profil, qui ont du mal aujourd'hui à parler. Ça les a suivis. Donc, ces enfants-là, quand ils grandissent, ils vont parler tranquillement face à une situation. Je sais que tout le monde a le trac, ce n'est pas ça le problème. Mais ce que je voulais dire, ça dépend excusez-moi, ça dépend de la culture, ça dépend de la société, ça dépend du milieu dans lequel vous êtes pour vous aider à construire votre confiance en soi et votre estime de soi. Donc, si vous avez bien compris, la confiance en soi, c'est l'attitude et la personnalité qui créent la confiance en soi. L'estime de soi, c'est les compétences et la personnalité qui la créent. La personnalité intervient dans les deux. Mais en gros, c'est attitude et compétence. Une fois qu'on a compris cela, je voulais vous parler de ce que j'appelle le potentiel de déstabilisation. Chaque personne a son potentiel de déstabilisation qui est la différence, le gap qu'il y a entre la confiance en soi et l'estime de soi. Lorsque, ici c'est un exemple par exemple, vous avez à gauche l'estime de soi, à droite la confiance en soi. Ici, vous avez 4 sur 5 par exemple pour l'estime et un peu moins pour la confiance. La déstabilisation ou le coefficient de déstabilisation est mesuré par le gap qu'il y a entre les deux. Plus vous avez un gap entre les deux, plus vous êtes déstabilisable. D'accord? Plus le gap est serré entre les deux, plus vous êtes stabilisé. Et j'ai l'habitude de dire qu'en fonction des cultures que j'ai remarquées, il y a des cultures où les gens ont une estime en eux qui est très forte, mais une confiance en eux qui est très basse. Malheureusement, c'est des gens qui s'énervent pour un oui, pour un non. Malheureusement, c'est des gens qui vont être très, très déstabilisables. Je vais prendre encore une fois le cas du Niger que je connais. Au Niger, en général, les gens, ils ont une estime en eux qui est là. La personne va vous dire pour un oui, pour un non, attends, vous ne savez pas qui je suis? Vous vous disputez, elle va dire, mais tu ne sais pas qui je suis, moi je suis un tel. Donc, estime en eux qui crèvent le plafond. Par contre, très sensible à la société, au regard de la société, donc confiance en eux très basse. Et là, vous allez voir des gens qui sont très, très, très déstabilisables, indépendamment de leur statut, indépendamment de leur poste, indépendamment de leur fonction. Un truc de rien du tout va les déstabiliser, peut-être les empêche de dormir, peut-être va les stresser, pardon, ainsi de suite. Et donc, ce que je voulais ajouter à ce niveau, pour vous déstabiliser, vous auto-déstabiliser, malheureusement, vous le faites via la confiance en soi, c'est-à-dire via le regard et le critique et les sentiments des autres. Quand vous êtes trop sensible à ces choses-là, ça veut dire que votre confiance en soi est basse et malheureusement, les gens s'auto-déstabilisent via la confiance en soi. D'accord?
Par exemple, quelqu'un qui est devant les gens qui va parler ou qui est devant son supérieur qui veut défendre un dossier. Il s'est fait son idée tout seul dans sa tête que peut-être que le chef ne sera pas d'accord, peut-être qu'il va me poser des questions, peut-être que je ne vais pas y arriver. Donc, il s'auto-déstabilise suite à ce qu'il imagine du regard de son milieu. Mais lorsque les autres veulent vous déstabiliser, eux, ils passent par l'estime de soi, vos capacités, votre intention, votre intégrité, ainsi de suite. Et c'est connu en matière de justice, les avocats le connaissent très bien, le savent très bien. Lorsque vous êtes dans une cour d'assises, comment les avocats font pour discréditer les jurés, pardon, pour discréditer un témoin, pour que les jurés ne tiennent pas compte du jugement de quelqu'un? On va montrer que dans le passé, on ne peut pas vous faire confiance parce que vous avez fait telle ou telle autre chose. Il suffit de montrer que oui, mais vous avez déjà eu l'habitude de voler dans le passé. Donc, on touche votre intégrité, donc votre capacité, votre estime de soi, et les gens vont douter de vous. Donc, pour vous déstabiliser, les hommes politiques le savent très bien. Pour vous déstabiliser, on va prendre quelque chose qui touche ce que vous êtes capable de faire, votre intention, votre cohérence, ainsi de suite. Tout ça, c'est l'estime de soi. On va aller le mettre en cause et les gens vont douter de vous et vous serez discrédité. Par contre, pour vous auto-déstabiliser vous-même, vous passez par la confiance en soi, votre sensibilité vis-à-vis de votre miroir social. Donc, on l'a compris. Pour avoir une bonne confiance en soi, il faut que je maîtrise la taille du miroir social dans lequel je me regarde pour avancer, que je sois moins sensible à ce miroir. Pour avoir une bonne estime de soi, il faut que je regarde, j'évalue mes capacités, mes résultats, tout ce que je suis capable d'obtenir. Et là, j'ai l'estime de soi qu'il faut. Si vous n'avez pas fait le test, vous pouvez le faire très rapidement. Ça peut vous donner une bonne indication. Je disais que, bon, voilà, les détails techniques, je vais m'en passer. Peut-être qu'on va en parler dans les questions. Mais très rapidement, je voulais juste parler d'un biais. Vous avez compris, hein, les biais cognitifs, c'est une sorte de programme, une sorte de code d'erreur, de programme d'erreur que vous vous mettez dans votre tête. Et malheureusement, ça existe vis-à-vis de la confiance. Je l'ai vu parmi les gens qui ont fait le test. Il y a des gens qui ont fait le test de confiance-estime, qui se sont retrouvés très confiants. Mais en réalité, quand j'ai fait un autre test que j'appelle le test 360 degrés, il s'est révélé qu'ils ont un biais cognitif. Ils ont un programme d'erreur qu'ils ont mis dans leur tête vis-à-vis de la confiance. Il y a des personnes qui ont cru qu'ils ont beaucoup confiance en eux. En réalité, ce n'est pas vrai. Et il y a d'autres personnes qui ont cru ne pas avoir confiance en eux, mais qui s'est avéré pas vrai également parce que les gens autour d'eux les voyaient beaucoup plus confiants que cela. Donc, c'est ça qu'on appelle les biais cognitifs. Attention aux biais cognitifs, je vais parler juste d'un avant d'avancer. Les biais cognitifs arrivent à deux types de personnes vis-à-vis de la confiance. Le premier biais arrive à des gens qui n'ont pas beaucoup de compétences dans un domaine, mais qui s'estiment être très confiants ou qui vont montrer l'attitude de quelqu'un qui est très confiant, alors que en temps normal, ils n'ont pas beaucoup de compétences dans le domaine, mais ils vont montrer une certaine assurance. En fait, cela arrive en général parce que ces personnes regardent vis-à-vis de leur domaine, ils ne regardent que la partie émergée de l'iceberg. Lorsque c'est comme ça, en général, ils regardent que la partie émergée et ils pensent qu'ils ont déjà tout. Mais en réalité, autour d'eux, les gens savent qu'ils n'ont pas tout et ils n'ont pas beaucoup de compétences. Là, ça peut amener la surconfiance, malheureusement, qui peut jouer des tours dans certains cas. Et c'est pour ça que j'aime bien citer cette phrase de Darwin qui disait que l'ignorance engendre plus la confiance que la connaissance. Quand on ignore souvent des choses, on a plus la confiance que la connaissance. C'est comme un enfant, l'exemple que je prends même dans les cours. Un enfant qui ne connaît pas les dangers de la route va vouloir traverser la route en courant sans regarder. Donc, son ignorance fait que ça va lui donner une certaine confiance à traverser la route, du fait qu'il ignore que le danger peut venir de nulle part et de partout. Il va traverser en courant. Mais l'adulte, lui, qui a plus de connaissances sur les dangers, lui, il va hésiter, regarder, checker, ainsi de suite avant de passer. Donc, c'est pour ça que Darwin disait que l'ignorance engendre souvent plus la confiance que la connaissance. Donc, faites attention. Le deuxième biais qui peut arriver, cette fois-ci, c'est le contraire, c'est les personnes qui sont très compétentes, mais qui ne sont pas confiants. Et là, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. En général, ça arrive parce que eux, ils regardent l'iceberg dans sa totalité. Donc,
quand ils regardent dans sa totalité, quelles que soient leurs compétences, malheureusement, ils relativisent toujours leurs compétences et leurs connaissances et ça leur crée un manque de confiance. Et donc, c'est pour ça que je voulais parler, je vous garantis que je vais aller très vite, sur ce phénomène de surconfiance qui a été mesuré par deux psychologues américains, David Dunning et Justin Kruger, qui ont mis en place aujourd'hui ce qu'on appelle l'effet Dunning-Kruger. Ils ont fait des hypothèses, des postulats qui ont été vérifiés suite à des tests qu'ils ont fait sur plusieurs personnes, je crois 300 personnes, un truc comme ça. Dunning-Kruger ont remarqué que dans certains cas, la personne incompétente tend à surestimer son niveau de compétence, donc une surconfiance en elle. La personne incompétente ne parvient pas à reconnaître la compétence de ceux qui la possèdent véritablement. La personne incompétente ne parvient pas à se rendre compte de son degré d'incompétence, mais la personne compétente, elle, par contre, a tendance à sous-estimer ses compétences. C'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Ça n'arrive pas, bien entendu, à tout le monde, et c'est ce qui a valu à Dunning-Kruger cette courbe qui est devenue célèbre, malheureusement, qui crée de la surconfiance pour certaines personnes. Donc, il y a, au début, quand vous rentrez dans une activité ou quand vous prenez un nouveau poste ou quand vous êtes dans une nouvelle entreprise ou tout ce que vous voulez, lorsque cela vous arrive, la surconfiance, malheureusement, au tout début, avec peu de compétences, vous allez vous trouver dans ce que certains appellent la montagne de la stupidité ou bien, je dirais, la montagne de la surconfiance. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui restent sur cette montagne, ils n'en descendent pas. Mais il y a des méthodes et des techniques pour en descendre. Et là, vous voyez, peu de compétences, une confiance énorme, comme l'enfant qui traverse la route sans regarder. Après, suite à certaines choses, bon, on n'a pas le temps de détailler, vous allez descendre et rentrer dans ce qu'ils ont appelé la vallée de l'humilité. Donc là, les compétences augmentent, la confiance va diminuer. À ce niveau, ici sur la montagne, c'est des gens qui connaissent tout. Ils connaissent tout, ils savent tout, personne ne peut les corriger. Lorsqu'ils vont commencer à descendre, ils commencent à se dire, ah oui, ah, c'était plus difficile que ça. C'était plus compliqué que ce que je croyais. Et enfin, quand ils sont dans la vallée de l'humilité, il y a là aussi des actions, ça ne se fait pas comme ça. Et ensuite, ils vont aller dans ce qu'on appelle le plateau de la consolidation et la confiance remonte. Là, vous êtes un expert qui peut parler devant n'importe qui de votre sujet. Et là, c'est des gens qui vont relativiser en disant, croyez-moi, ce n'est pas aussi facile que vous le disiez. Alors qu'ici, c'était je connais tout, je sais tout. Donc voilà un peu l'effet Dunning-Kruger pour les gens qui sont dans la surconfiance parce qu'ils regardent la partie émergée de l'iceberg. Et pour les gens qui sont des experts mais qui n'ont pas confiance en eux, ce n'est pas la compétence qui est en cause, c'est leur attitude, c'est juste l'état d'esprit. Et eux, ils restent bloqués malheureusement dans la vallée de l'humilité s'il n'y a pas une action. C'est des gens qui ont peur d'avancer. Ils ont peur de prendre des risques parce qu'ils ont tout le temps le regard de la société qu'ils regardent sur eux et en même temps, ils relativisent leurs connaissances. Donc, voilà ce qu'il faut faire pour s'améliorer. Je vais aller très vite. Je sais qu'on n'a pas le temps d'aller dans les solutions. Déjà, détecter quelle est la branche de la confiance en soi ou de l'estime en soi de vous qui est faible. Il y a 8 branches, 4 pour l'estime de soi, 4 pour la confiance en soi. Il faut détecter quelle est la branche qui est la plus faible et commencer à la travailler. La deuxième chose que je dis, travailler la vision. Quand vous n'avez pas une vision claire dans votre vie, vraiment, quelles que soient les théories qu'on vous donne sur la confiance, je peux vous donner le modèle. Vous allez faire le test, je vous donne le modèle, les 4 branches, on va les travailler. Mais si la personne n'a pas une vision claire de sa vie, malheureusement, c'est difficile de bâtir la confiance en soi. Et quand on dit vision, il y a 3 choses qui font une vision, sinon la vision n'est pas claire. Il faut un but, il faut un chemin ou des chemins et il faut des étapes, des objectifs. C'est les 3 qui font la vision. Ensuite, il faut travailler sur ses valeurs. Je n'ai pas le temps de détailler les valeurs, mais les valeurs, voilà, c'est quelque chose d'assez complet. Ce que je dis aux gens quand j'accompagne les gens pour détecter leurs valeurs. Je crois qu'il y a des gens ici qui sont dans les programmes de coaching, ils le savent. Je donne souvent une liste de 284 valeurs aux gens. Je leur dis de cocher leurs vraies valeurs. Les gens vont cocher, mais quand on utilise la méthode que j'utilise pour déterminer les valeurs, à peine ils arrivent à trouver 2 ou 3. Parce qu'une valeur ne trahit pas. Une valeur ne vous laisse jamais tomber.
Quand vous dites que l'honnêteté, c'est une valeur pour vous, mais lorsque vous êtes seul, vous n'êtes pas honnête, alors ce n'est pas une valeur pour vous. La valeur ne trahit pas. Donc, il faut détecter ces valeurs, travailler sur les valeurs qu'on n'a pas, mais qu'on veut acquérir. Ça permet de renforcer sa confiance. Le troisième, travailler sa relation corps-cerveau. Ça permet de mieux gérer le stress. Encore une fois, on n'aura pas le temps. Travailler l'autosuggestion et la visualisation, ça permet également de travailler la confiance. Et enfin, travailler le pouvoir personnel. Le pouvoir personnel, c'est travailler la présence et la force de persuasion. Il y a des méthodes et des techniques aux 5 choses que je viens de donner. Mais la première chose, c'est déjà comprendre les différentes branches de la confiance, détecter là où les branches qui sont faibles. Une fois qu'on l'a fait, travailler sur ces branches. Ensuite, dérouler les 5 choses que je vous dis et je vous garantis que ça peut vous faire énormément de bien. Est-ce que j'ai quelques minutes, s'il vous plaît, pour finir, 2, 3 choses. Alors, Maman, tu as quelques minutes. Il est 21h18 pour ton D'accord. On information. avait commencé à 18, c'est ça? Donc C'est là, ça, à peu près. j'ai mangé toute mon heure, c'est ça, si j'ai bien compris? Allez, tu as encore quelques minutes. OK, je vais aller très, 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 très vite par rapport à ce que je voulais dire. Maintenant, en fait, je voulais dire juste que vraiment avec DLC, on a voulu faire un highlight. Encore une fois, c'est vraiment, on a survolé le sujet. C'est très difficile d'aller dans les détails. Voilà. Maintenant, on a 3 choix qui peuvent se poser à nous. Le premier choix, c'est que la personne dit, bon, moi, je vais continuer comme avant. Je ne change rien du tout parce que tout est vert. Mes 4 branches de la confiance en soi sont solides. Je ne suis pas trop sensible à l'environnement. En tout cas, je le fais en fonction de mes valeurs. Les 4 branches de l'estime de soi sont solides. Donc, tout est vert pour moi. Je suis capable de créer la confiance lorsqu'elle est perdue. Je suis capable de la restaurer. Je suis capable de la maintenir, de la créer si elle n'existe pas, ainsi de suite, avec des clients, des partenaires. Donc là, continuez comme avant, ne changez rien du tout et franchement, bravo à vous. Le deuxième choix, c'est de vous dire, d'accord, je vais prendre ce concept parce qu'encore une fois, je regardais ce qui est fait par le pape de la confiance, Stephen Covey, plus certains acteurs, et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses qui ne permettaient pas de la cultiver. Ensuite, je vous ai donné cela. C'est une approche que vous allez trouver difficilement ailleurs. Donc, les gens peuvent dire, OK, je prends ce qui nous est donné par Bixit et DLC, je vais avancer, ça va me prendre du temps, mais je vais développer petit à petit jusqu'à ce que je trouve moi-même les mécanismes d'avancer et de me corriger. Et le troisième choix, c'est de vous faire accompagner par Bixit où on va voir la méthode pas à pas et on va voir quels sont les différents niveaux de confiance de chacun et d'estime, quelles sont les branches, quelles sont les failles pardon, et comment les corriger. Donc là, j'ai fini mon heure d'intervention. Maintenant, si je n'ai pas votre accord, je n'en parle pas. Est-ce que vous êtes intéressé, et là, je ne parle pas de la modératrice Diana, est-ce que les gens qui nous écoutent sont intéressés à découvrir notre offre spéciale d'accompagnement? C'est une formation en ligne qui s'appelle Confiance et Estime. Est-ce que les gens sont intéressés à découvrir cette offre ou pas? Si vous dites non, on va passer directement aux discussions, aux questions. Il n'y a pas de souci. Vraiment, on la partage avec grand plaisir. Si vous dites oui, donc vous autorisez Diana à me donner 5 minutes ou 10 pour vous parler de cette offre. Diana, est-ce que tu vois le chat? Oui, 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 je vois le chat. Tac, tac, tac. Est-ce que c'est oui, c'est non, c'est comment on est? Alors, j'ai Monsieur Idriss Adamou qui dit 10 minutes, c'est trop. 5, il dit, Monsieur Idriss Adamou dit que tu as 5 minutes maximum. C'est très bien. Donc, on a l'accord d'Idriss. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui répondent? Alors, hop, je vois. Oui, il y a Nassirou Moussa Nyandou qui dit 5 minutes. Donc, oui, oui, oui. Donc, tu as 5 minutes chrono. 5 minutes chrono. Parce Bon, qu'après, tu as pas mal d'interventions et des questions. d'accord. Bon, je vais faire vite. Voilà. Merci. 5 minutes chrono pour ceux qui veulent comprendre plus. Merci déjà d'avoir accepté. En fait, c'est une formation en ligne qui existe 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est des vidéos en 8 modules où nous allons revenir sur les concepts, les différentes branches, comment les travailler,
On va voir des solutions pour la vision et tout ce que je vous ai dit, on part vraiment dans les détails. C'est des petites vidéos qui ne dépassent pas 5 minutes chacune. Bon, il y en a qui avoisinent 10 minutes. Donc, ils sont faciles à suivre, mais qui vous permettent, quel que soit là où vous êtes, de vous connecter et puis de suivre. Et donc, les personnes qui seront dans ce programme, d'abord, ils vont faire le test. Le test, actuellement, il existe sur notre site www.bix-consulting.com. Bix, c'est B-E-E-X. Vous pouvez faire le test gratuitement. Vous allez voir votre niveau de confiance et d'estime. Mais l'avantage d'être dans le programme, c'est que vous aurez un rapport qui va vous détailler toutes les branches de la confiance en soi et de l'estime de soi. Et vous allez voir quel est votre niveau et ensuite des perspectives d'amélioration. Vous allez avoir aussi votre coefficient de déstabilisation. On va parler de vision, les outils pour clarifier sa vision et ensuite comment définir les valeurs, pour pouvoir accès à vraiment des parties des potentiels de son subconscient. Donc là, je fais vite parce que je sais que bon, j'ai que 5. Ensuite, on va avoir 1 heure de coaching pour les gens qui seront, une fois que vous faites le test, quand vous êtes inscrit, vous aurez 1 heure de coaching où on va vraiment voir votre profil, discuter. Voilà, c'est vraiment un one-to-one avec moi. Et vous aurez également un e-book sur les 4 profils de négociateurs. Voilà juste très rapidement ce que disent quelques personnes qui ont suivi ce programme. Je parle de Ousmane, qui est magistrat, qui est procureur, qui dit « Confiance et estime a eu un impact positif certain sur ma vie ainsi que mes relations avec les autres. Depuis que j'ai suivi ce module, les résultats sont toujours très satisfaisants. » Donc, il y a plusieurs témoignages. Par exemple, ici, on a Maïga, médecin chirurgien, qui dit « J'avoue avoir bénéficié d'un angle de vue différent et plus assimilable de la confiance en soi et de l'estime de soi. J'avais lu tellement de documents que je n'arrivais plus à faire la part des choses. Tu as su me faire découvrir ce qui est en moi caché et que j'ignorais. Merci pour ça. » Donc, aujourd'hui, la formation en ligne, elle était à 497. Donc, on l'a ramenée à 197 € pour ceux qui sont intéressés, avec possibilité de payer 2 fois sans frais. Et tout se fait en ligne. Mais cette offre va aller jusqu'au dimanche 27 juillet à minuit. Ça peut changer. Les gens qui vont prendre une action rapide, c'est-à-dire plus les gens arriveront vite, les 5 premiers, ils auront accès gratuit à une formation en ligne que nous sommes en train de préparer, un accompagnement d'un groupe de gens limités sur les techniques de prise de parole en public. J'assiste actuellement à un mastermind d'un humoriste en France qui nous parle de ces méthodes. Donc, j'enseigne aussi ces méthodes et plus d'autres que j'ai appris tout au long de mon parcours. Pour ceux qui ont des doutes, vous aurez 14 jours si vous avez commandé pour renoncer si ça ne vous va pas. Ou bien vous pouvez suivre le premier module. Si après le premier module, pour X, Y raison, vous dites, bon, finalement, ce n'est pas fait pour moi, on vous rembourse 100% et on reste des bons amis. Donc voilà, tout est en ligne. On va vous mettre le lien dans le chat pour ceux qui sont intéressés. Vous pouvez le faire, tout se fait en ligne ou bien localement à Niamey. On a un bureau pour ceux qui sont intéressés à suivre. Voilà, j'espère que j'ai tenu mes 5 minutes pour vous parler de l'offre d'accompagnement. Et maintenant, je suis tout oui. Merci en tout cas pour votre confiance, pour votre écoute et pour votre attention. Merci beaucoup, Maman. C'était vraiment très édifiant, même pour moi, c'était vraiment très, très édifiant. Donc, merci beaucoup à toi. Je sais que tu es très, très occupé. Donc, merci à toi d'avoir pris ce temps-là pour nous présenter ce webinaire. Donc, je vais aller vite parce qu'on est un petit peu en retard. Je commence un peu par les remarques. Donc, il y a Madame Ramotou Salifou qui nous dit que je la cite, hein, ça me rappelle mon premier stage en entreprise. Lorsque mon patron me parlait, je baissais les yeux. Il a fallu du temps pour que je lui explique que c'était culturel. Et il m'a expliqué la culture en France. Quand on te parle, tu regardes la personne dans les yeux. Merci pour ce webinaire, ça nous a été utile. Donc ça, c'était l'intervention de Madame Ramotou Salifou. Ensuite, je ne sais pas si tu veux intervenir là-dessus ou je passe au… Non, c'est très pertinent. Voilà. Merci à Madame Ramotou Salifou. Donc ensuite, j'ai Abou Doumbia qui me dit comment créer la confiance en soi et autour de soi. Ça, c'est la première question. Et ensuite, la deuxième, la confiance en soi peut-elle créer une méfiance autour de soi? Donc, je te Très laisse bonne question répondre à vous. Voilà. Très bonne question. En fait, pour créer la confiance en soi, comme je l'ai dit, il faut travailler sur le rapport avec son environnement. Il faut un vrai travail de s'accepter comme on est, de travailler ses valeurs. D'abord, on a besoin de bien clarifier sa vision pour commencer.
Ensuite, surtout, ce qui est le plus important, c'est valeurs. Et après, essayer de travailler sur comment je vais encaisser les regards, les critiques et les sentiments des autres. Tant que ce que vous faites est juste, tant que ce que vous faites est cohérent avec vos valeurs et votre vision, il faut travailler. C'est vrai qu'il y a des méthodes de visualisation, d'acceptation de soi et d'affirmation de soi surtout, que les psychologues donnent et que moi j'utilise énormément et qui permettent aux gens de relativiser ce regard. Mais tant que vous n'arrivez pas à vous décrocher, pas totalement, en tout cas du jugement et du regard de votre environnement, vous allez toujours perdre confiance en vous. Il y a quelqu'un qui me disait que quand il rentre dans des toilettes publiques, dans son travail ici en France, il est capable, s'il trouve que les toilettes sont sales, il est capable, lui, de tout nettoyer, de peur qu'en sortant, quelqu'un le rencontre et qu'on pense que c'est lui qui a sali. Donc, imaginez à quel point il se met des choses, tout simplement parce qu'il fait attention trop au regard des autres. Alors, quelqu'un qui travaille sa confiance en soi, il peut se dire, bon, voilà, je peux me défendre. Ce n'est pas moi, vous pensez que je suis là, mais je ne suis pas comme ça. Donc, première clé pour travailler sa confiance en soi, il faut absolument travailler son rapport avec les autres. Et quel est le rapport? Les critiques, le regard, les sentiments et leur imagination. Donc là, on ne va pas rentrer dans les méthodes pour le travailler, mais vraiment, c'est la piste que je peux vous donner. Ensuite, est-ce que la confiance en soi peut amener la méfiance? Question pertinente parce que je dis tout le temps aux gens que la limite qu'il y a entre la confiance en soi et l'arrogance, souvent, elle n'est pas très claire. Il y a des gens, ils ont une surconfiance, malheureusement, qui développe une arrogance. Lorsqu'il n'y a pas du respect et de la considération pour les gens qui vous entourent, malheureusement, votre confiance en soi excessive peut être vue comme une arrogance, alors que peut-être au fond de vous, vous n'êtes pas arrogant. Les gens qui ont beaucoup confiance en eux, en fait, ils sont très peu sensibles aux critiques, aux sentiments et au regard des autres. Du coup, s'ils sont mal compris dans un milieu, ça peut être traduit comme étant une arrogance, mais ça n'est pas une. Donc, vraiment, il faut être prudent. Heureusement, c'est 1% des gens qui ont fait le test qui ont une très grande confiance en eux. Ça veut dire que, bon, voilà, eux, ils vont avancer dans leur vie. Tu penses ce que tu veux, c'est ton problème. Ils s'en foutent. Donc, j'espère que j'ai répondu aux deux questions. Il y a vraiment une attention particulière à faire à ce niveau pour ne pas tomber dans l'arrogance. Merci beaucoup, Maman. Je passe à une autre question. Donc, il y a Dayabou Bagoudou qui nous dit: Bonsoir, docteur. Merci pour tous les efforts que tu fournis pour booster nos compétences. Qu'Allah te le rende au centuple. Merci. Hop. Ensuite, j'ai toujours Dayabou Bagoudou qui dit: si j'ai bien compris la différence entre la confiance en soi et l'estime de soi, la confiance en soi s'acquiert tout naturellement, alors que l'estime de soi se construit au fur et à mesure qu'on grandit. Ce qui me fait croire qu'avec l'estime de soi, il y a un risque de se trouver dans l'orgueil, d'où le risque d'entraîner à l'arrogance. Je cite. Voilà, tout à fait. En fait, c'est exactement ce que je dis, hein, ce que je disais par rapport à la question de Abou. Donc, déjà, merci pour les mots, hein, d'Abou, merci. Ce que je disais, c'est qu'il faut vraiment être vigilant. C'est pour ça que les gens ont besoin d'être, je ne vais pas dire accompagnés forcément, parce que tout seul, on peut faire tout ce qu'on veut. Mais globalement, ce qui se passe, il faut faire attention. Lorsque l'estime, elle est très importante, encore une fois, ça peut amener à l'arrogance, mais à condition que la confiance soit aussi importante. Il y a des gens qui ont une estime en soi très importante, donc capacité, résultat, tout ce que vous voulez, intégrité, c'est très, 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 très haut. Par contre, le fait qu'ils sont trop sensibles à leur environnement fait qu'ils sont même effacés, hein, tu ne les vois même pas. Ils vont raser les couloirs. Dans l'entreprise, quand ils parlent, ils baissent les yeux. Ils ne peuvent rien demander. Donc là, ce n'est pas le cas. Par contre, lorsque la confiance, elle est bonne et que l'estime de soi est très haut, c'est là où il faut être vigilant. Je suis tout à fait d'accord. Et oui, par rapport à ce que tu dis, la confiance en soi, en fait, ce n'est pas qu'elle s'acquiert naturellement. C'est qu'elle commence dès tout petit. C'est que les parents disent aux enfants, c'est que le milieu dit aux enfants. Au Niger, par exemple, je me rappelle, quand tu es dernier de ta classe, les autres élèves t'accompagnent en criant sur toi jusqu'à dans ton quartier. Ça détruit la confiance en soi d'un enfant. Quand tu parles en français, tu fais une faute, tout le monde rigole. Ça détruit la confiance parce que ça fait que tu es trop sensible, tu fais attention, qu'est-ce qu'on pense de moi, qu'est-ce qu'on va dire de moi. Donc, le fait d'être toujours en train de faire attention à ça,
ça fait que tu n'avances pas. Et oui, l'estime de soi, elle se fait au fur et à mesure. Elle ne se fait pas dès tout petit. D'ailleurs, il y a les Japonais, je sais, bon, je ne vais pas donner ce détail, ils disent que ils appellent ça l'ikigai, la zone d'excellence. Les gens qui l'ont découvert quand ils sont très jeunes, souvent, ça les amène à des tragédies. Donc, l'estime de soi, si tout petit, on te montre que tu connais mieux que tout le monde, que tu es le plus fort du monde, malheureusement, ce n'est pas non plus très, très, très bon, mais il faut quand même cultiver l'estime de soi de l'enfant. Tu es bon. Quand il fait un truc de rien du tout, waouh, bravo. Là, il commence l'estime de soi et ensuite, il va le faire avec ses diplômes, ses postes, ses responsabilités, ainsi de suite. Donc, je m'arrête là pour la question. Merci. Il y en a quand je suis trop long, n'hésite pas à m'arrêter. J'ose pas parce que c'est hyper intéressant. Nous qui avons, en tout cas dans mon cas, qui est un enfant en bas âge, du coup, je trouve ça hyper intéressant. Bon, très bien, merci beaucoup, Maman. Je passe à Binta Mamadou, donc je cite toujours, hein, merci pour cette intervention. Dans votre exemple par rapport à l'élément culturel au Niger, comment est-ce que vous suggérez que l'on adapte la confiance en soi en gardant en même temps vos valeurs culturelles? La réalité aujourd'hui est qu'il y a certaines valeurs universelles dans la vie professionnelle occidentale qui ne s'alignent pas nécessairement avec nos valeurs relativement conservatrices du Niger. Une question très intéressante. Absolument. C'est une excellente question. Je crois que là-dessus, tout le monde va s'adapter. Dans tous les cas, quelqu'un qui a grandi au Niger ne peut jamais avoir, en tout cas, ça dépend, c'est vrai, mais c'est difficile qu'il ait la même confiance en moyenne que quelqu'un qui a grandi en France. Parce que comme Binta le dit, le système socio-éducatif est tellement différent. Eux, ils commencent dès le bas âge et dans certaines traditions, il n'y a pas de limite. L'enfant peut insulter son père, il peut contredire son père. Nous, on ne l'a pas, par exemple, chez nous. Donc, ces barrières font que, quelque part, notre confiance en soi va forcément prendre un coup. Elle ne peut pas être au même niveau que quelqu'un qui a grandi aux États-Unis ou en France. Il faut juste s'adapter, il faut assumer et avancer malgré tout et faire au mieux qu'on peut pour aider les enfants à ne pas contribuer à la détruire. Parce que déjà, comme elle dit, le poids de certaines approches culturelles et sociaux font que, et sociales, pardon, font que déjà à la base, on est un tout petit peu, je ne vais pas dire handicapé, mais en tout cas, d'un point de vue confiance en soi, on a certaines limites. On ne peut pas les enlever, il y a des limites qu'on ne peut pas enlever. Mais celles qui sont superflues, il ne faut pas en rajouter. J'ai eu quelqu'un qui m'a dit que lui, il pique une colère à chaque fois qu'il apprend à son enfant ses leçons. Et tout de suite, c'est les insultes qui fusent. C'est les baffes qui passent. Attends, lui, il est ingénieur, le petit, il a 10 ans. Et il veut que l'enfant comprenne plus vite que lui. Imaginez à quel point. Donc, on ne peut pas être classé d'un point de vue confiance, Binta, que toutes les personnes partout au monde, mais déjà, avoir les bases, comprendre déjà ce qui se passe dans la tête de nos enfants. Ça ne doit pas exister. Au lieu de dire à un enfant, tu connais rien, on dit, tu connais rien pour le moment ou tu connais pas pour le moment. Tu connais pas ça pour le moment. Parce que ça leur fait mal. Quand ils n'arrivent pas, ils pleurent. Et ce n'est pas que du chichi, ce n'est pas que des caprices. Il y a une partie du cerveau qui s'appelle l'amygdale qui gère ça. Ça leur fait mal au même titre que qu'on te mette un couteau. Il faut qu'on le comprenne. Donc, oui, on ne peut pas s'aligner comme toutes les personnes dans toutes les cultures. On est obligé de prendre avec nos cultures ce que notre religion nous donne. Il y a certaines compréhensions aussi de la religion qui un peu diminuent la confiance en soi. C'est juste des interprétations. Il y a certaines choses de la culture qui réduisent la confiance en soi. Quelqu'un va dire oui, mais c'est pour le bien. Pourquoi pas si les gens vivent bien? Mais on voit la limite quand on va travailler ou quand on va envoyer cette personne aller chercher des choses. On voit même nos chefs d'État et nos ministres, quand ils viennent dans des sommets, à quel point on les rapetit. Hein. Ils sont tout petits. C'est bon, Maman. Merci. Merci, Maman. Il y a Idriss Adamou qui avait une Idriss, c'est un question. grand expert, hein, lui. Donc, mais il demande, alors il a levé la main, donc s'il peut parler même, c'est bien. Voilà, Idriss. je vais lui passer la parole vu qu'il a levé la main. Et hop. Donc, Idriss, avec plaisir. voilà. Hein. Normalement, Idriss, il faudrait activer le micro. Votre micro, voilà, super. Bonsoir. C'est bon, vous m'écoutez? Oui, très bien, Idriss, merci. on vous entend. D'accord. Merci beaucoup. En fait, moi, je suis venu avec une batterie de questions, mais j'ai tout trouvé. Hein. Vous avez presque tout dit.
je n'ai pratiquement pas de questions à poser. J'ai beaucoup aimé quand vous avez parlé des croyances limitantes, en tout cas qui joue beaucoup sur la confiance en soi. J'ai beaucoup aimé aussi le fait de parler des parents, les amis et aussi l'environnement, parfois le milieu africain et nigérien. Aussi, j'ai aimé la partie dans laquelle vous avez parlé de la fragilité de la confiance. Parce que la confiance en soi, c'est une vertu capitale et très fragile. Absolument. Donc, ça peut vaciller d'un moment à l'autre. J'ai beaucoup aimé aussi l'équilibre qu'il faut chercher entre la personnalité narcissique et des personnes qui n'ont pas du tout une confiance en soi. Ça, j'ai beaucoup aimé. J'aurais voulu seulement que vous parliez beaucoup plus de la construction de la réalité. Parfois, la réalité est là et nous pensons une chose alors que c'est pas ça la réalité. En développement personnel, on appelle ça la construction de la réalité et qui est déterminée à partir de plusieurs filtres. Il y a le filtre neurologique, culturel et personnel. Donc, j'aurais voulu que vous parliez un peu de ça. Et surtout, je finis en vous demandant d'écrire un livre. En bon africain, j'ai compris que vous n'avez pas écrit un livre. C'est Ampateba qui disait qu'en Afrique, quand un vieillard s'en va, c'est une bibliothèque qui brûle, quoi. Donc, on ne voudrait pas que votre bibliothèque brûle. Ça sera bien que vous écrivez un livre. Merci beaucoup et bonne chance pour la suite. Merci Idriss. Merci. Idriss, c'est un expert. Merci pour ça. Pour le livre, c'est en cours. J'espère qu'il va voir le jour, Inch'Allah. Merci en tout cas, Idriss. Merci beaucoup. J'ai Adam Oumarou qui lève la main. Donc, je vais passer la parole. Tac, tac, tac. Un instant. Adam, donc il faudrait que tu actives ton micro, s'il te plaît. C'est activé, vous m'entendez? Oui, parfait. Oui, Adam. Merci. Bon, moi, je tiens à vous remercier, DLC et Bessic. Bravo, bravo, bravo pour ce que vous faites. Merci. Mais j'ai écrit mes questions pour gagner du temps. Est-ce que le changement de cadre de vie peut avoir un impact sur la confiance? Par exemple, changement de pays ou peut-être changement de culture. Et en France, on sait qu'on nous parle tout le temps de l'assimilation pour pouvoir s'intégrer, pour ressembler aux Français, comme on dit. Est-ce que ça peut avoir un impact sur la confiance? Est-ce que ça peut fragiliser cette confiance ou pas? Oui, Adam, absolument. Je crois que pour la première question, le changement de cadre de vie, s'il peut impacter la confiance, c'est en partie ce que Idriss a souligné. En fait, cette fragilité de la confiance. Sincèrement, j'ai demandé à un humoriste qui toutes les semaines, il monte sur scène devant plus de 1000 personnes, qui est un de mes mentors d'ailleurs, à qui j'ai demandé, parce qu'il nous racontait qu'il y a 2 semaines, il a perdu confiance en scène et il a perdu tout son mot. Donc, il a fait un gros vide, alors qu'il a une très grande expérience. Donc, je lui montrais mon modèle qui montre qu'il n'y a que 1% qui a une confiance très solide parce qu'en fait, à toute épreuve, ils tiennent. Et il disait effectivement, il le confirme parce que même parmi les humoristes les plus connus, les conférenciers internationaux, Dale Carnegie le dit aussi dans son livre, même les conférenciers les plus réputés, souvent, ils ont le trac. Le trac, c'est un doute, ça touche la confiance. Tu te demandes comment l'autre va me juger, comment l'autre va me trouver, est-ce que je serai aussi bon? Donc ça arrive à tout le temps. En fait, c'est ça la fragilité de la confiance qui est fluctuante. L'estime de soi, elle est fixe. Tu es expert, tu es ingénieur, tu es docteur, ça ne bouge pas. Personne ne peut te l'enlever. Maintenant, c'est vrai que l'image que tu accompagnes avec tout cela peut ne pas paraître solide si tu ne l'as pas travaillé. Donc, c'est là où l'estime de soi bouge. Mais en général, l'estime de soi, elle est plus solide. Donc, la confiance en soi, par contre, elle bouge. Devant des personnes qui sont un peu hostiles, tu peux avoir une confiance qui va un peu trembler. C'est pour ça qu'il faut le travailler. Tous les grands orateurs le disent, avant de monter sur scène, ils ont des pratiques qu'ils font qui leur permettent de chercher cette confiance et de la maintenir, de la consolider. Donc, quand tu ne la travailles pas, j'ai fait la même expérience il y a 3 semaines d'être devant des gens qui avaient des consultants qui avaient 25 ans d'expérience, qui coachent de très, très grands DG. Et j'ai fait la même expérience de ne pas me préparer parce que je ne savais pas que j'allais être interviewé. Et il y a un d'eux qui me dit, bon, maman, est-ce que tu peux nous parler de ton modèle, de ce que tu fais? Alors que ce n'était pas prévu. Donc là, les premiers mots, je peux te garantir que
Il faut les chercher, quoi. Et donc, la confiance en soi, Adam, il faut toujours la travailler. Le mieux, quand on connaît un événement, la préparer. Il y a toujours le trac. Donc, quand tu changes un milieu ou des personnes, en fonction de ton niveau, elle va être fluctuante. Mais plus tu vas la travailler, tu vas tendre vers le très confiant, plus vraiment on te réveille dans 15 millions de personnes, tu vas parler sans trembler. Mais malheureusement, d'après ce que je dis, il y a 1% des gens qui sont comme ça. Tout le 99%, déjà à 55 qui n'ont même pas confiance. Donc là, c'est tout de suite effacement, dispersion, hésitation. Mais il y a 20% des gens qui ont confiance en eux. Bon, c'est des statistiques que j'assume totalement. Hein. Je ne dis pas que c'est toute la planète, mais je pense que c'est un peu représentatif. Ça, c'est la première question. La deuxième, pour aller très, très, très vite, d'ailleurs que je vais chercher dans ma mémoire. La deuxième question, c'était par rapport à... Alors, je peux te la reprendre, hein, on t'excuse de ne pas t'en rappeler, hein, il n'y a pas de souci. Donc, la deuxième question, c'était en France, on parle d'assimilation pour le cas des étrangers. Est-ce que cela peut changer la confiance qu'on a en soi? Oui, oui. Parce qu'en fait, la confiance s'accompagne de quelque chose qui est les valeurs. Je vous disais qu'il faut travailler ces valeurs pour renforcer sa confiance en soi. Et lorsque on est très changeant, il faut être agile, c'est vrai. Il faut faire des compromis, c'est vrai. Mais par contre, lorsqu'on peut laisser ces valeurs pour pouvoir s'adapter, c'est la preuve que la confiance, elle est trop malléable. Parce qu'il faut que je laisse mes valeurs pour que l'autre le regarde. Parce qu'on est toujours confiance en soi, rappelez-vous, regard, sentiment, critique des autres. Donc, pour que je m'accommode du regard et des critiques des autres, je laisse telle valeur, telle ou telle valeur. Il y a des gens qui ont tellement confiance en eux, tu les amènes dans un milieu, ils ne vont rien changer. Hein. Regardez l'exemple que je vous ai pris, Harry et Meghan Markle. Cette dame, je pense qu'elle a une confiance en elle qui est très bien. Elle vient dans une famille royale, impossible d'y vivre. Ils ont fait tout pour qu'elle s'adapte, impossible. Et ils ont préféré partir parce que ce n'est pas possible. Si c'était quelqu'un d'autre, rien que le privilège qu'il y a autour, il s'assoit sur ses valeurs, il s'assoit sur ses principes, sur ses qualités, et on n'en parle plus. Donc oui, Adam, ce qu'on demande aux gens de s'assimiler, on peut demander aux gens d'avoir des valeurs communes, mais tout en gardant ses valeurs propres, en fait. Ça, c'est possible. Mais ce qu'on cherche souvent dans certains pays, de laisser tout ce que tu connais, ta culture et tout, pour faire comme eux. Si on mange du porc, tu manges du porc. Là, vraiment, c'est un manque de confiance en soi. Et ça détruit la confiance en soi des gens. Merci beaucoup, Maman. Adam, j'espère que tu as eu les réponses à tes questions. J'ai Monsieur Moussa Souman qui a levé la main, donc je vais lui passer la parole. Tac, tac, tac. Monsieur Assouman, vous nous entendez? Il faut peut-être activer votre micro. Voilà. Allô, c'est bon, vous m'entendez? Oui, très bien, oui, merci. Allô? Oui, vous... Ah, connexion. On vous entend. C'est bon, vous m'entendez? Très bien. Oui, Moussa. Bonsoir, maman. C'est Moussa Souman, je pense que tu m'as un peu reconnu. Oui. On a fait Agadez. Trop reconnu, même pas un peu. Ça fait longtemps. Oui. Allô? Oui, Moussa, c'est bon. Oui, on vous entend. C'est bon? Oui, ok, Moussa, désolé, j'ai pris vraiment le webinaire en cours. En fait, j'avais programmé, mais j'avais eu quelques soucis de connexion et j'étais un peu dans la circulation. Bref, et ma question, c'est en fait, c'est quoi la différence entre estime de soi et la... Moussa, on t'entend. Deuxièmement, c'est bon? Je reprends la première question. Oui, allez-y, on vous a mal entendu. Allô? Oui, Moussa, on t'entend maintenant. C'est bon? Oui. Alors, donc... Estime de soi. Allô? Oui, on vous écoute, monsieur Assouman. Ouais, je dis, c'est ma première question, c'est quoi la différence entre l'estime de soi et la confiance en soi?
D'accord. C'est bon pour la première, c'est bon Oui. pour la première question? Oui, très Tout bien. à fait. La deuxième, c'est, je prends un exemple, peut-être c'est mon cas, voilà, au service, tu vois, là, quand j'ai un superviseur qui me fait confiance, là, j'ai confiance en moi et je sais ce que je fais et je sais mon rendement en fin d'année. Mais dès que j'ai un nouveau qui vient où tu sens que vraiment, c'est pas comme l'autre, il n'y a pas une certaine confiance avec le superviseur et carrément, ça me sape le moral, tu vois. J'ai pas envie d'aller au boulot, je pars juste au boulot peut-être à 8h, 17h, dès qu'on dit c'est l'heure, je ferme mes clics et claques et je m'en vais. Donc, je sais pas en quelle sorte, est-ce qu'il y a une façon de travailler ça? Quel que soit, il faut toujours discuter avec le... Bon, je laisse au... Très bien, Moussa. Moussa, on t'a bien entendu, même si ça coupait. Donc, je pense... Très bien. Bon, très rapidement, pour la première question. Oui? Pour la première question, je crois que c'est parce que peut-être tu n'étais pas là au début. Ce qu'on disait, c'est que la confiance en Oui, soi… c'est vrai, c'est tout ça. Voilà, la confiance en soi, c'est notre… comment on est impacté par notre environnement, le regard de notre environnement, ainsi de suite. C'est extérieur, c'est le miroir qui est entre les mains des gens qu'on regarde. Plus ce miroir est important, moins on a confiance en soi. Si ce miroir est petit, ça veut dire qu'on a une bonne confiance en nous. On n'attend pas forcément le regard pour avancer. L'estime de soi, c'est le miroir intérieur. Là, c'est à l'intérieur, c'est nos capacités. Qu'est-ce que nous sommes capables de faire? Qu'est-ce que nous avons eu dans notre vie comme résultat? Qui nous sommes? Donc là, c'est l'estime de soi. Et c'est les deux qui forment la confiance. Quand on a les deux, on inspire confiance au niveau des autres. S'il y a un qui manque, les gens ne nous feront pas confiance. Quand tu viens autour de 100 personnes, tu parles et que tu n'as pas tes mots, tu trembles et tout, quelle que soit ta compétence, les gens ne te feront pas confiance. Et pareil, même si tu parles très, très, très bien, mais qu'on voit qu'au fond, il n'y a rien sous la coquille, et là également, les gens ne te feront pas confiance. Donc, on a besoin des deux pour être digne de confiance. Ensuite, pour ta deuxième question, Moussa, par rapport au manager qui, quand il te fait confiance, tout va bien, c'est exactement ce qu'on disait, si vous vous rappelez. Lorsque la méfiance s'installe entre des individus ou dans un groupe, le stress vient avec et le temps d'exécution augmente. Un truc qui doit prendre un jour, tu vas le faire en 15 jours. Une discussion qui doit vous prendre 30 minutes, vous allez la faire en 4 heures. Donc, tout ça, c'est l'effet du manque de confiance, c'est l'effet de la méfiance qui l'amène. Donc, lui, ce qu'il faut faire, Moussa, dans ce cas, il faut voir quelle est la branche par laquelle la méfiance est installée. Est-ce que c'est tes capacités qu'il met en cause? Est-ce que c'est ton intégrité qu'il met en cause? Est-ce que c'est tes intentions qu'il met en cause? Et enfin, est-ce que c'est tes résultats qu'il met en cause? Donc ça, c'est ça les 4 piliers de l'estime de soi. Il faut que tu fasses une réflexion vraiment à tête reposée par où la méfiance s'est installée. Il y a 4 branches dans chaque cas. Et chaque fois, ce que je dis aux gens, détecte la branche. Une fois que tu l'as détectée, tu as résolu 50% du problème. Ensuite, il faut travailler. Après, bien sûr, il faut parler avec lui. Mais si tu ne fais rien, ça ne va jamais résoudre le problème. Mais déjà, c'est très, très bien, je pense, que tu sois dans cette démarche d'avoir une solution, ce qui est très positif. Et à mon avis, tu vas trouver la solution, Inch'Allah, en procédant de cette manière. Merci beaucoup, Maman. Je ne sais pas s'il est encore connecté. Je ne le vois pas. Je pense qu'il a peut-être Moussa est perdu. parti? Oui, en cours de route. Je crois qu'il a dû. Okay. Voilà. Là, pour l'instant, je n'ai plus de questions. Bon, c'est génial. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez encore des questions, mais je pense que c'est… Je vous mets le lien dans le chat, le Voilà, lien super. pour ceux qui sont, si je l'ai, hein, le lien. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Alors, attends. J'ai une question qui vient d'arriver. Ah, bah, c'est Adam Oumarou, président du CONIF, qui vous adresse ses bravos. Ah, ok. Merci, Adam. Merci beaucoup. Ah, voilà, donc le docteur Maman Oumarou a partagé le lien dans le chat. Donc, n'hésitez pas à aller là-dessus.
J'ai pris le nom de ceux ou celles qui étaient intéressés par la suite avec le docteur. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si ce n'est pas fait, si demain, après-demain, etc. Mais dans tous les cas, vous allez recevoir un petit mail. Alors, il y a Madame Amadou qui dit « Très belle présentation. Malheureusement, je suis venue un peu à la fin. Merci pour tout. J'ai une question. En effet, j'ai grandi dans une famille où la communication était inexistante et presque tout le temps, je perds tous mes moyens quand je dois discuter avec des personnes plus âgées que moi. Je suis une jeune étudiante. Merci. » Peut-être la dernière question pour la route. Voilà, donc effectivement, je crois que sincèrement, parmi les gens qui ont rempli le test, les étudiants avaient moins confiance en eux, ce qui est normal. Je pense que, parce que pour l'instant, l'estime de soi n'est pas très forte. On est en train de la construire. C'est avec le poste, le travail, tout ça, on l'a construit parce que là, on se voit capable de quelque chose. Quand on est en études, souvent, ça dépend. Il y a des étudiants qui ont, c'est vrai, une bonne estime en eux. Ce n'est pas ça le problème. Mais globalement, Ramatou, oui, le fait que dans la famille, la communication est inexistante, malheureusement, ça bride la confiance en soi. Ça fait que vous pouvez avoir du mal à vous adresser aux gens. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de travailler la prise de parole. Il faut vous exercer. Il y a des méthodes pour appliquer les prises de parole. Pour être persuasif, il faut vous exercer, mais il faut vraiment ne rater aucune occasion pour le faire, pour parler. Ça va vous développer votre confiance en soi et ça vous permettra vraiment de faire face. Mais surtout, il ne faut pas rester vraiment juste comme ça, comme on est. En fonction de ses valeurs, il faut chercher les bonnes solutions. Chacun va s'arrêter à la limite de ses croyances et de ses valeurs, mais au moins aller jusque là où on peut pour améliorer les choses. Voilà ce que je peux dire pour cette dernière question. Merci beaucoup, Maman. Merci à Avec tous. plaisir. Il est 20h53. Alors, attends, Maman. Qu'est-ce qui fait que des fois, quand votre supérieur hiérarchique ne vous implique pas trop, qu'est-ce qui fait que des fois, quand votre supérieur hiérarchique ne vous implique pas trop dans les activités? Bon, j'ai un peu du mal à saisir toute la phrase. Peut-être la question, si je peux la reformuler, c'est qu'est-ce qui fait que voilà. Qu'est-ce qui fait que des fois, quand votre supérieur hiérarchique ne vous implique pas trop dans les activités, vous perdez confiance en vous? Et vraiment, on va arrêter sur cette question parce qu'il est tard. Oui, c'est la troisième fois, Andy. La troisième dernière question. Oui, je crois que... OK, je crois que globalement, ce qui se passe, si votre confiance en vous, elle est, encore une fois, elle n'est pas très importante, c'est-à-dire que vous êtes trop sensible à ce que les gens imaginent de vous, vous allez traduire chaque acte de votre supérieur en méfiance, en manque de confiance. Peut-être que c'est vrai, il n'a pas confiance en vous. Peut-être que ce n'est pas vrai. Peut-être qu'il veut juste aller plus vite sur telle chose. Il ne croit pas que vous allez lui donner le résultat. Donc oui, la méfiance vis-à-vis de votre estime de soi, donc vos capacités, vos compétences. Mais en général, quelqu'un qui a une bonne confiance en lui, même si on ne l'implique pas trop, il ne va pas en faire, par exemple, d'un coup, sauf s'il a toutes les raisons possibles que oui, c'est parce qu'on n'a pas confiance en moi qu'on ne m'a pas impliqué. Mais globalement, ce qui va se passer, déjà, essayez de voir quel est mon niveau de confiance en moi. S'il est très bas, alors là, vous allez interpréter chaque acte de votre supérieur comme s'il ne vous aime pas, comme s'il ne vous fait pas confiance. Vous allez faire vos films dans vos têtes. Vous allez créer malheureusement des sentiments qui vont vous faire mal et qui vont peut-être tout le temps vous stresser. Alors que venez discuter avec lui, par exemple, chef, bon voilà, parce qu'il y a des managers qui n'aiment pas du tout déléguer, ils ont peur que ils ne veulent pas avoir de l'ombre à côté, donc ils ne veulent pas déléguer. Oui, je pense que voilà, je suis à 40% de taux de remplissage de mon temps, je peux faire ça, ça et ça. S'il dit non, je ne fais pas, ok, d'accord, juste à peu près. Pourquoi? Bon, là, c'est quand on peut discuter. Hein. Connaître les raisons, ça va toujours aider. Mais ne jamais se faire ses idées et ses films seuls dans sa tête. Souvent, nous faisons des films à 4000 épisodes en 2 secondes, avant même de bouger. On est acteur, scénariste, tout en même temps, on a décidé et on a pris, on se crée des sentiments. Donc, vraiment, le fait que vous perdez confiance en vous s'il ne vous implique pas peut venir de plusieurs choses. Encore une fois, peut-être que oui, il n'a pas confiance en vous,
dans ce cas, cherchez l'erreur. Et je vous ai dit, là, il faut aller regarder dans votre estime de soi, vos capacités, vos résultats, votre intention et votre intégrité. Il faut aller chercher en tout cas où se trouve le problème. Peut-être qu'il n'a pas confiance en vous parce qu'il pense que vos intentions ne sont pas saines. Peut-être qu'il pense que vous voulez tirer la couverture que de votre côté. Mais en tout cas, il y a toujours une raison pour laquelle, même s'il n'a pas confiance en vous, il y a toujours une raison. Deuxième raison, peut-être que ce n'est pas ça. C'est vous-même qui vous créez la chose parce que votre sensibilité, du fait de votre confiance en soi qui est faible, fait que vous interprétez tout sans vérifier. Donc, vraiment, je vous inviterai à vérifier quel est le cas le plus plausible. Ensuite, mettez des actions, mais ne restez pas comme ça. Ne restez pas sur place. Ok, alors cette fois-ci, c'est vraiment la fin. Merci beaucoup, Maman. On en a profité une fois, on vous a là, donc on en a profité, on a posé les questions qu'il faut. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous voulez continuer cette conversation ou l'accompagnement, en tout cas avec Maman. Ce sera avec plaisir qu'on vous mettra en relation. Maman, merci beaucoup. Merci Diana, très, et très merci intéressant. À tous. Et merci à vous qui avez pris de votre temps un soir pour suivre ce webinaire. Donc, je vous souhaite à tous une excellente soirée et vous dis à très bientôt. Merci à tous. Merci beaucoup, Maman. À bientôt. Merci Au Diana. revoir. Merci à tous. Au revoir.